qui est en train d'arriver sur ce plateau. Il est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Bonsoir Jean-Pierre Filiu. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous publiez ce livre, Un historien à Gaza. Je vais lire sur la couverture ces quelques mots. Ce sont d'ailleurs les premiers mots du livre. Rien ne me préparait à ce que j'ai vu à Gaza. Le territoire que j'ai connu et arpenté n'existe plus. Ce qu'il en reste défie les mots. Vous avez pu passer un mois dans l'enclave entre décembre 2024 et janvier 2025. Je voudrais d'abord que vous expliquiez, que vous racontiez à ceux qui nous regardent ce soir comment, puisque l'enclave est inaccessible non seulement aux communs des mortels, mais aussi aux journalistes, comment et pourquoi vous êtes allé passer un mois à Gaza. C'est quoi comme... C'est une démarche d'historien, démarche de reporter, de citoyen? Une démarche d'historien. Alors l'histoire, étymologiquement, c'est l'enquête. Et l'enquête, il fallait que je la fasse sur le terrain. Je ne pouvais plus supporter de voir cette horreur de loin. Je sentais que je perdais pied. Donc il fallait que j'ai de nouveau cette immersion dans la réalité. Et comment? C'est en rejoignant une organisation humanitaire, Médecins sans frontières. Oui. Et il se trouve que je me rends régulièrement à Gaza, toujours avec l'aval des autorités israéliennes. Et que peut-être aussi que le fait que je rentre, que je sorte, que les Israéliens m'y aient toujours autorisé, m'a permis cette fois d'obtenir ce précieux sésame. Et vous racontez dans ce livre votre première impression quand vous entrez dans Gaza, ce jour de fin décembre. Vous êtes escorté par l'armée israélienne. À ce moment-là, quelle est votre première impression? C'est très bouleversant parce qu'on est dans l'obscurité totale. Les Israéliens ne sont pas censés escorter les humanitaires dans Gaza. C'était une opération exceptionnelle. On était dans une zone de combat totalement obscure, donc on n'est pas forcément rassuré. Et puis on est éclairé par les jeeps, par devant, par derrière. Et là, on se rend compte qu'on a basculé dans autre chose, parce que quand on arrive dans le convoi de l'ONU, les voitures blindées, là c'est la zone de pillage. Donc on parle beaucoup des pillages en ce moment. Or, ces pillards sont assez liés, voire carrément à l'armée israélienne. Donc là, on est dans un no man's land qui est très inquiétant. Et Jean-Pierre Filiu, vous le dites et vous le racontez, vous ne reconnaissez pas ce territoire que vous avez si souvent arpenté. Parce que tout est détruit, parce que des endroits que vous connaissiez, tout simplement, tout a été rasé, tout a disparu. Voilà, c'est pulvérisé. En fait, oui, c'est ça, c'est le mot pulvérisé, parce que il n'y a plus de couleur, il n'y a plus que le gris, il n'y a plus que le sable. Et puis, il n'y a plus que les tentes dans la zone dite humanitaire, bien mal nommée. Mer de tentes que vous décrivez. Mer de tentes. Et c'est vraiment... et avec quelques couleurs, quelques taches de verdure, et puis les tentes de plastique. Donc, on a un peu de rouge vif, un peu de jaune, un peu de bleu. Mais sinon, vraiment, ce gris, ce sable, cette désolation... et cette absence de repères que j'ai mis de longues journées à surmonter. On va parler dans un instant des discussions que vous avez avec les Gazaouis, mais juste avant, faire un point sémantique sur ce que vous voyez, sur ce qui s'y passe. Vous êtes historien et vous n'utilisez pas le terme de génocide. Non. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas caractéristique de ce qui s'y passe, aussi parce que, et je vous entendais dire ça dans une autre interview, considérer qu'au fond ça arrase le débat et que ça fait partie des mots qui, quand ils sont mis sur la table, empêchent toute discussion qui ne serait pas totalement polarisée. Moi j'espère, c'est mon ambition comme citoyen et évidemment comme historien, dire des choses très dures sur une réalité atroce, mais en permettant au débat de se développer, parce que ce qui se passe à Gaza nous interpelle toutes et tous. Et donc, je préfère parler de guerre inhumanitaire, parce que il y a deux caractéristiques qui me paraissent justifier ce néologisme. D'abord, la banalisation de traitements inhumains à la population, mais je dirais presque surtout une instrumentalisation, une militarisation de l'aide humanitaire qui, à mon avis, est sans précédent à ce stade et à ce niveau. Je voudrais justement qu'on s'arrête, Jean-Pierre Filiu, sur vos discussions donc avec les Gazaouis. Que vous disent-ils de leur quotidien, de ce qu'ils vivent, et de ce paradoxe qui a été documenté? Ils vivent l'enfer, mais ne veulent pas quitter ce qu'est leur terre, même quand il y a des évacuations forcées. Dès que cela est possible, et alors même que l'armée israélienne refuse qu'ils le fassent, ils y reviennent. Oui, alors ça je l'ai vu. Je l'ai vu que j'ai vécu
30 jours de guerre ouverte et 2 jours de trêve. Et dès le début de cette trêve, c'était donc le 19 janvier dernier, cette trêve a pris fin le 2 mars du fait d'Israël. Et dès le début de la trêve, ça a été des foules qui se sont déplacées pour retourner sur les ruines de leur maison, y planter leurs tentes, essayer de retrouver deux, trois bricoles, un élément de cuisine. Et donc moi je parle arabe, donc j'ai ce privilège de pouvoir dialoguer directement avec ces femmes et ces hommes. Et j'étais à la fois bouleversé, bon, par leur pudeur, ça je connais ça depuis longtemps, donc chaque fois qu'ils parlent d'une tragédie terrible, c'est avec presque des euphémismes, hein. Une nuit difficile, c'est en fait une nuit où les bombardements n'ont pratiquement pas cessé, et en même temps toute cette peine et cette incapacité de pouvoir faire le deuil, d'abord parce que souvent le corps n'existe pas, hein, il est enseveli sous les décombres ou il a été calciné par les bombardements, mais aussi parce qu'il y a une carapace de survie qui fait qu'ils s'interdisent l'émotion, parce que s'ils commencent à s'épancher, ils s'interdisent même de pleurer, ils me l'ont dit. Hein, quand il y aura la paix, nous pourrons pleurer. Que disent-ils du Hamas? Est-ce que vous avez senti qu'une partie substantielle des Gazaouis avec lesquels vous avez pu discuter sont opposés, sont en colère contre le mouvement islamiste qui continue de combattre, qui n'a pas rendu les armes, qui est à l'origine de l'attentat du terroriste du pogrom du 7 octobre? Que vous disent-ils du Hamas? On a vu des scènes de manifestation à Gaza, d'ailleurs réprimées. Est-ce qu'on peut dire qu'une part importante des Gazaouis sont opposés au mouvement islamiste? Il n'y a aucun doute hein, là-dessus. Moi, je l'ai écrit depuis longtemps. À Gaza, on parle depuis 2010 du cauchemar dans le cauchemar, c'est-à-dire la domination islamiste dans l'occupation israélienne. Et puis, on sait, hein, à Gaza comme ailleurs, mes positions totalement opposées au Hamas. Mais en même temps, il fallait que je sois très prudent, parce que moi, je suis resté un mois, je peux rentrer, eux restent... Restez très prudent dans la façon dont vous documentiez ces témoignages opposés au Hamas. Non, je restais prudent par rapport aux personnes concernées, parce qu'elles restaient sur place. Et le châtiment standard du Hamas, c'est le tir dans les rotules, c'est la mutilation à vie. Et ce qui fait d'ailleurs, et vous le racontez, que dans les hôpitaux à Gaza, il y a énormément de blessés par le Hamas, ces tirs sur les rotules qui blessent des Gazaouis. Qui mutilent la vie. Hein. C'est une technique de répression. Alors, il y en a d'autres. Mais ce qui est très frappant, il y a encore eu des manifestations ces tout derniers jours. Et c'est après qu'un dirigeant du Hamas s'est dit « Nous avons donné tant de martyrs, nous en donnerons 10 fois plus ». Alors là, c'était pas possible pour la population. Donc elle est sortie et en scandant, en insultant ce responsable du Hamas et en disant « Dégage, dégage, nous on veut vivre ». Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que cette possibilité d'une vie normale, qui est l'aspiration de tous les habitants de Gaza sur leur terre, comme vous l'avez dit, hein, ils sont prêts à tout pour ne pas quitter leur terre, eh bien, ils ont compris aujourd'hui que le Hamas était un obstacle. Jean-Pierre Filu, il y a évidemment, plus que les interrogations, la colère de beaucoup sur les buts de guerre du gouvernement de Benjamin Netanyahou, sur la façon dont ces opérations sont menées, mais il y a cet argument utilisé par le gouvernement israélien. Si le Hamas dépose les armes et que le Hamas rend les derniers otages en vie ou mort dans la bande de Gaza, la guerre s'arrête immédiatement. Oui, enfin, ça déjà c'est ce qu'il dit, c'est pas sûr qu'il le ferait. Si vraiment la libération des otages était une priorité absolue pour Netanyahou et son gouvernement, il aurait peut-être conduit différemment cette guerre. Je rappelle qu'il y a eu 134 otages sur 251 qui ont été libérés par des échanges et seulement 8 de vive force, sans compter tous ceux qui sont morts en captivité. Il ne reste qu'une vingtaine de vivants. Mais surtout, le gouvernement israélien parle de l'éradication du Hamas. Alors le Hamas, c'est quoi? C'est les combattants, c'est les militants, c'est les gens qui ont voté pour le Hamas. Moi, éradiquer le Hamas,
D'ailleurs, il parle aussi de démilitarisation. C'est un objectif qui n'est pas possible? Démilitarisation, ça c'est le président de la République française qu'on parle. Hein. Oui. Le Netanyahou, lui, dit victoire totale, sans jamais dire ce qu'il met derrière cette victoire totale. Moi, à un moment, j'étais devant un policier qui faisait la circulation avec beaucoup de talent au milieu du chaos de cette zone humanitaire. Il n'avait qu'un sifflet, mais c'était un policier, donc un employé du Hamas. Alors lui aussi, on va l'éradiquer. Lui aussi, c'est un terroriste. Lui aussi, c'est quelqu'un qui aurait indirectement du sang sur les mains et qui devrait être éliminé. Jamais Netanyahou n'a dit exactement ce qu'il voulait. En revanche, les faits parlent. Et les faits, eux, sont terribles. Hein. J'ai encore reçu tout à l'heure ce qu'on appelle un ordre d'évacuation. Ça veut dire qu'il y a des blocs 108, 109, 4, 7, dont toute la population doit partir avec un délai très court. Et sur la carte, on voit que le territoire où les femmes, les hommes et les enfants peuvent continuer à résider dans un semblant de sécurité se réduit comme une peau de chagrin. Un dernier mot avec vous, Jean-Pierre Filbus, sur la conclusion de votre livre et sur le caractère universel, dites-vous, de ce qui se passe à Gaza. Pourquoi universel? Et quand on vous pose cette question, vous faites aussi référence, et Bien sûr. les spectateurs l'ont peut-être vu, votre pull qui fait référence à la résistance ukrainienne. Oui, mon livre commence à Gaza mais s'achève à Kiev. Parce que je suis aussi très engagé sur ce théâtre aux côtés de la résistance ukrainienne. Et en fait, à Gaza, il faut avoir peur tout le temps. Hein, c'est comme ça qu'on survit. Mais je crois qu'il faut avoir peur de ce que notre monde est en train de devenir à Gaza. Parce que c'est un monde sans loi, un monde sans règles, où toutes les normes du droit humanitaire sont violées, où les Nations Unies sont humiliées, où on essaie de les expulser, où il y a des mercenaires qui profitent de ce scandale, de cette terreur. Et un monde comme cela, il faut évidemment qu'on arrête de l'encourager depuis Gaza et que la tragédie de Gaza cesse parce qu'elle est universelle. Ce n'est pas une guerre moyen-orientale de plus. Merci.